Mes chéris, asseyez-vous bien, prenez votre petit thé ou votre gari, parce que ce soir chez Récits de Mamie, on va causer d'une femme qui aimait la nourriture gratuite plus que tout, au point que même dans son rêve, on a failli l'enterrer pour du jollof. Vous êtes sur Récits de Mamie, la maison où les histoires africaines prennent vie. Alors abonnez-vous, activez la cloche, et allons-y. Cette histoire-là va vous donner des frissons jusqu'au village. Dorca avait 42 ans, célibataire, vivait seule et ne s'en préoccupait absolument pas de ces deux faits. Ce qui la dérangeait profondément, personnellement, spirituellement, c'était de rater de la nourriture gratuite. Pendant que les autres femmes de son âge couraient après l'amour, les promotions au travail ou les abdos en béton, Dorca, elle, courait après les canopies. Canopie blanche, canopie bleue, canopie d'enterrement, canopie de mariage. Dès qu'elle voyait des chaises installées dehors, ses jambes passaient automatiquement en mode avancé. Les gens du quartier ne savaient même pas quand elle avait emménagé. Un jour, le propriétaire avait annoncé une nouvelle locataire. Le lendemain, Dorca balayait déjà la cour comme si elle habitait là depuis 1975. Personne ne connaissait sa famille. Personne ne voyait de visiteurs venir la saluer. Elle n'allait pas aux réunions de famille, ne voyageait pas à Noël. Dorca était simplement Dorca, une locataire discrète dotée d'un don mystérieux. Elle pouvait sentir l'odeur du jollof de fête à 1 kilomètre. Ça devint même une blague récurrente. Quand le ragoût d'une voisine sentait trop bon par erreur, quelqu'un criait « Couvre vite » avant que Dorca n'arrive. Mais Dorca n'avait pas honte. Elle pensait que la faim était une langue universelle et que Dieu n'avait pas créé la nourriture pour que les gens fassent les fiers. Elle se promenait partout avec son sac à main marron, un sac qui avait vu plus de takeaway que certains traiteurs. Ce sac était presque légendaire. Les enfants chuchotaient qu'il était ensorcelé. Pourtant, derrière son humour et son appétit, Dorca menait une vie tranquille. Pas de drame, pas de mari, pas de parents qui passaient. Les murmures ne la dérangeaient pas, mais ses habitudes dérangeaient clairement les voisins. À chaque fois qu'elle rentrait d'un événement inconnu, le pagne bien noué, le sac plus lourd qu'à l'aller, il y avait toujours quelqu'un pour faire un commentaire. Un samedi, alors qu'elle rentrait dans la cour avec une assiette takeaway grande comme une antenne parabolique, Mama Asia secoua la tête et dit assez fort pour que toute la rue entende. « Dorca, un jour tes jambes vont t'emmener là où ta bouche ne pourra pas t'expliquer. » Dorca rit seulement et ajusta son sac avec fierté. « Mama, laisse-la faire. Si on ne mange pas, pourquoi on cuisine? Et si on ne cuisine pas, on mange avec l'argent de qui ?» Une autre fois, oncle Madu l'a surpris qui rentrait en douce d'une cérémonie de baptême habillé aux couleurs de la famille du bébé, alors que personne de cette famille ne la connaissait. Il croisa les bras et dit « Tante, fais attention, hein. Ces temps-ci, tous les rassemblements ne sont pas pour les vivants. » Dorca balaya l'air de la main. « Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. S'ils ne veulent pas de monde, qu'ils ferment le portail, c'est simple. » Mais le vrai avertissement vint de sa jeune voisine Ada, qui la vit lécher la sauce sur ses doigts après être revenue d'une fête où elle n'était clairement pas invitée. « Tante Dorca, dit Ada doucement, un jour tu vas entrer dans une fête qui n'était pas pour toi. » Dorca s'essuya la main sur son pagne et répondit avec sa sagesse habituelle. « Ma chérie, si la faim me tue, est-ce que les cartes d'invitation vont me sauver ?» Tout le monde rit, mais le rire cachait toujours une petite inquiétude. On aimait bien Dorca, mais tout le monde s'accordait à dire qu'elle suivait la nourriture avec trop d'audace. Certains disaient qu'elle avait le foie solide, d'autres qu'elle n'avait pas honte. Dorca, elle, appelait ça le destin. Et malgré tous les avertissements, elle continua à faire confiance à ses jambes, à son nez et à son fidèle sac marron. Jusqu'à ce samedi où tout bascula. Ce samedi-là commença comme les autres, sauf un détail étrange. Dorca se réveilla tôt sans que personne ne l'appelle. D'habitude, il lui fallait 3 bruits pour ouvrir les yeux. Une voisine qui crie, un bébé qui pleure et l'odeur de quelqu'un qui fait frire quelque chose. Ce jour-là, elle s'assit dans son lit avant le lever du soleil, alerte, comme si on l'avait tapée sur l'épaule pendant son sommeil. Elle regarda autour de sa petite chambre. Rien d'anormal. Ses chaussons étaient à leur place, son sac marron attendait sagement à côté de l'armoire comme un ami fidèle. Pourtant, elle avait la poitrine serrée, comme dans l'attente. Dorca bâilla bruyamment, s'étira, enfila ses chaussons. Peut-être que les gens de l'église font un Thanksgiving, marmonna-t-elle. Mais elle savait que ce n'était pas ça. Elle sortit. La cour était calme.
Des femmes nouaient leurs pagnes pour balayer, des enfants traînaient des seaux, des hommes faisaient semblant d'être occupés. Tout semblait normal, sauf que Dorcas sentit une odeur tiède, pas vraiment du ragoût, pas vraiment du jollof, juste quelque chose d'invitant. Elle s'arrêta, renifla encore. Murmura-t-elle en penchant la tête. Il y a quelque chose quelque part. Elle ne savait ni où, ni qui cuisinait, mais son esprit, le même que tout le monde taquinait, commença à la tirer dans une direction précise. Elle rentra vite, se lava, enfila sa robe pêche préférée, celle qu'elle appelait sa « tenue attrape-nourriture ». En se poudrant le visage, elle se rappela les mots d'Ada. Dorcas souffla doucement. Une fête qui ne veut pas de moi ne sentira pas ce beau corps. Elle se fit un clin d'œil dans le miroir, attrapa son sac marron et sortit pleine de confiance. Mais plus elle s'éloignait de sa rue, plus l'odeur devenait forte, et elle s'enfonçait dans un quartier qu'elle n'avait jamais vu. Et Dorcas suivait. Elle suivait la piste invisible de l'odeur, ses chaussons claquant doucement sur la route non goudronnée. Elle ne se pressait pas, ne posait pas de questions. Elle marchait avec l'assurance d'une femme convaincue que l'univers connaissait son horaire de repas. Pourtant, plus elle avançait, plus le quartier devenait étrangement calme. Plus de klaxons de bus, plus de vendeurs d'eau pure qui crient, même plus les motos qui filent comme si elles poursuivaient le destin. Juste le silence. Dorcas ralentit, fronça les sourcils. « C'est quel genre de quartier ça ?» murmura-t-elle. Elle habitait la ville depuis des années et ne connaissait pas cet endroit. Les maisons étaient plus vieilles, les rues plus étroites, l'air plus lourd. L'odeur, elle, devenait plus forte, quelque chose de chaud, de familier, que son estomac traduisait par espoir. Elle traversa un petit pont en bois qu'elle n'avait jamais remarqué. De l'autre côté la route tournait derrière une rangée de vieux bâtiments penchés. Les herbes hautes frôlaient sa robe, la brise était anormalement froide pour un jour ensoleillé. Dorcas hésita. « Je fais demi-tour », se demanda-t-elle. Mais au même moment, l'odeur s'intensifia. Maintenant, ça sentait clairement le jollof, et peut-être du poulet. Ses yeux s'illuminèrent. « Ah chat ! Je le savais. On cuisine du sérieux quelque part. » Elle serra son sac et continua en fredonnant son chant gospel préféré, celui qu'elle chantait quand elle sentait le bon repas arriver. Au détour du chemin, elle vit quelque chose de blanc qui flottait doucement dans le vent. Du tissu, des rideaux, ou des canopies. Dorcas fit quelques pas de plus, la curiosité grande ouverte. Ce qu'elle vit ensuite la fit s'arrêter net, les sourcils qui montent lentement, la bouche qui s'entr'ouvre. Devant elle se dressaient des canopies, impeccables, hautes, parfaitement alignées dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu, dans une rue dont elle ignorait l'existence. Et pas un seul bruit n'en sortait. Dorcas déglutit. Celle-ci ne ressemble pas à une fête normale. Pourtant elle avança, parce que la faim a le don de faire taire la prudence. Elle s'approcha, chaque pas plus lourd que le précédent. Les canopies étaient disposées en 2 rangées parfaites, comme si on avait mesuré avec une règle. Tissu blanc, chaises blanches, table blanche. Mais aucun son, aucun rire, aucune musique, pas même le bruit des assiettes. Juste le silence. Dorcas ralentit naturellement. Elle n'avait pas encore peur, juste confusée. Même les enterrements n'étaient pas aussi silencieux. Quand elle arriva sous la première canopie, elle remarqua quelque chose qui lui donna la chair de poule. Des gens étaient assis, des dizaines, qui ne parlaient pas, ne bougeaient pas, assis bien droit, les mains sur les genoux, tournés vers l'avant comme s'ils attendaient le début d'une cérémonie. Leurs vêtements semblaient démodés, pas sales, juste anciens. Dorcas se racla la gorge et força un petit sourire. « Bonjour, oh » dit-elle, la voix un peu trop forte dans le silence. Personne ne répondit. Personne ne tourna la tête. Personne ne cligna des yeux. Juste l'immobilité. Elle fronça les sourcils. Ce n'est pas une répétition théâtrale, ni une minute de silence depuis le matin. Sa propre blague tomba à plat. Elle se déplaça sur le côté pour mieux voir les visages. Et là, elle comprit quelque chose de bien plus inquiétant, tous les visages se ressemblaient. Pas de façon surnaturelle, mais comme si le chagrin les avait sculptés de la même façon. Traits tirés, yeux creux, fatigués, portant une vieille douleur qui refusait de partir. Le cœur de Dorcas se serra. Quelque chose n'allait pas. Puis elle aperçut des glacières derrière les canopies, des grandes, et son instinct la poussa en avant. « Je vais juste vérifier la nourriture, un peu »,
chuchota-t-elle. Elle contourna la canopie et entra dans l'arrière-cour, s'attendant au bruit habituel. Les cuisinières qui se disputent le sel, qui crient « apporte une assiette », qui goûtent la sauce avec le dos de la cuillère. Au lieu de ça, le silence. Un silence profond, inquiétant. Dorcas ralentit. 3 femmes se tenaient derrière les grosses marmites, sans remuer, sans soulever quoi que ce soit, sans même changer d'appui. Dos droit, bras le long du corps, visage vide, elles fixaient le fond des marmites comme si la nourriture leur avait donné des ordres. Elles étaient figées. Dorcas cligna rapidement des yeux. « Tante, bonjour », lança-t-elle, plus fort qu'elle ne voulait. Aucune réponse. Son cœur cogna une fois, trop fort. Elle se racla encore la gorge. « J'ai dit bonjour, oh. La nourriture est prête ?» Toujours rien. Pas même un battement de cils. Dorcas fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait pas encore peur, mais l'immobilité lui crispait le corps. Elle fit 2 pas prudents et regarda dans la marmite la plus proche. La nourriture semblait fraîche, parfaitement cuite, la vapeur montait doucement du riz. Pourtant les cuisinières ne bougeaient pas pour remuer. Dorcas força un petit rire. « Vous faites un challenge de cuisine silencieuse. » Toujours le silence. Les 3 femmes restaient plantées là, raides, à fixer leur marmite comme des statues. Elles ne la saluèrent pas, ne la chassèrent pas, ne clignèrent pas des yeux. Pour Dorcas, cela voulait dire une seule chose, l'opportunité. Elle s'approcha, son sac marron balançant avec assurance. « Tante, ne vous fâchez pas, oh », dit-elle doucement bien que personne ne l'ait demandé. « Je prends juste un peu pour tenir le corps, si vous ne voulez pas, vous n'aviez qu'à fermer la glacière. » Pas de réponse. Dorcas prit le silence pour un oui. Elle souleva la première glacière, du jollof éclatant, moelleux, invitant. Son visage s'illumina. Elle prit une cuillère, empaqueta une portion généreuse dans un sachet en plastique qu'elle glissa dans son sac. Puis elle passa à la glacière suivante, du poulet, de grosses cuisses bien assaisonnées qui semblaient l'attendre. Dorcas chuchota, « Et Dieu, toi au moins tu m'aimes. » Elle en prit 2, hésita, puis en prit une 3e, au cas où. Personne ne bougeait, personne ne protestait, aucun bruit. Elle devint plus audacieuse. « Je jure que votre nourriture allait se gaspiller si je ne vous aidais pas, » marmonna-t-elle fièrement. Elle se pencha encore pour prendre un dernier morceau de poulet quand une sensation la traversa. Un frisson dans le dos, comme quand quelqu'un se tient trop près derrière vous. Lentement, elle releva la tête. La femme la plus proche, celle avec la cuillère en bois, avait légèrement tourné la tête, pas de façon dramatique, juste un petit mouvement du menton, comme quelqu'un qui fixait trop longtemps une marmite et remarquait enfin un mouvement. Mais ses yeux, ils n'étaient pas vides ni surnaturels. Ils étaient trop concentrés, trop perçants, fixes, ils regardaient Dorcas avec une immobilité qui rendait l'air lourd. Dorcas força un sourire. « Pardon, oh, je prends juste un peu pour tenir le corps. » Pas de réponse. La femme ne cligna pas, ne hocha pas la tête, ne changea pas de posture. Elle observait Dorcas comme on observe un animal qui mange là où il ne devrait pas. La gorge de Dorcas devint sèche. Elle tourna légèrement la tête, pensant que les autres cuisinières étaient occupées. Mais non. Les 3 la fixaient maintenant calmement. Sans bouger, sans parler, juste en la regardant, comme si elles attendaient toutes qu'elle touche à la nourriture. Un coup de vent souleva le bord d'une canopie, et Dorcas remarqua autre chose, aucun réchaud n'était allumé. Pas de feu, pas de fumée, pas de chaleur, pourtant la nourriture était chaude. Une lourdeur étrange tomba dans son ventre. Elle recula lentement. « S'il vous plaît, je ne voulais pas de mal. Cette nourriture n'est pas pour tout le monde ?» Toujours pas de réponse. Juste ses yeux calmes, fixes, profondément anormaux. Le genre d'anormalité humaine qui n'a pas besoin de fantômes pour terrifier. Dorcas sentit son cœur battre dans ses oreilles. Pour la première fois, elle regretta d'être entrée dans cette cour. Elle serra son sac plus fort, soudain consciente que sa respiration résonnait trop fort. Les 3 cuisinières la fixaient toujours. Pas de clignement, pas de mouvement, juste une respiration lente, trop lente, comme des gens qui ont presque oublié comment on respire. Un froid soudain enserra la nuque de Dorcas. Pas le froid de l'air, le froid de la peur. Elle recula prudemment, mais au même moment, une des cuisinières fit quelque chose qui lui glaça le sang. La femme ne tourna pas la tête,
ne bougea pas les yeux, ne leva pas la main. Elle sourit simplement. Un petit sourire crispé, tremblant, qui n'atteignait pas les yeux. Un sourire forcé, douloureux, faux, comme si les muscles refusaient d'obéir. Dorca vacilla légèrement. Puis, comme si ce sourire était un signal, la deuxième cuisinière forma le même rictus étrange. Puis la troisième. 3 femmes immobiles qui lui souriaient avec des lèvres identiques, tendues. La gorge de Dorca se serra. Elle se retourna pour partir quand elle vit quelque chose qui manqua la faire crier. Les invités sous les canopies ne regardaient plus devant eux. Tous, absolument tous, avaient tourné la tête vers l'arrière-cour, vers elle. Juste la tête, pas le corps. Leur cou légèrement étiré, comme s'ils voulaient mieux la voir. Toujours silencieux, toujours sans expression, tous la fixaient. Les genoux de Dorca tremblèrent violemment. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas un comportement culturel. Ce n'étaient pas des gens qui préparaient une cérémonie. Ils attendaient. Tous. Ils attendaient son prochain geste. Sa voix se brisa alors qu'elle se murmurait. « Dorca, tu es entrée là où tu n'aurais jamais dû entrer. » Mais le pire arriva ensuite. Un des invités, un homme en chemise bleue délavée, se leva lentement, pas comme quelqu'un qui se lève, plutôt comme si une force invisible le tirait de l'intérieur, et il se mit à marcher vers elle. Dorca sentit sa poitrine se comprimer. « Monsieur, je m'en vais, je vous en prie », chuchota-t-elle. Mais il ne s'arrêta pas. Derrière lui, elle vit du mouvement. Pas de bruit, juste du mouvement. D'autres invités se levaient, lentement, silencieusement, les uns après les autres, comme s'ils répondaient à un signal muet. Dorca fit un pas chancelant en arrière et heurta quelque chose. Elle pivota. Une des cuisinières était juste derrière elle. Très près. Trop près. La femme n'avait fait aucun bruit, n'avait pas respiré fort. Elle était simplement là, le visage vide, les yeux fixés sur le sac de nourriture volé de Dorca. Dorca trébucha en arrière, le cœur affolé, coincé entre les invités qui approchaient et la cuisinière silencieuse. Alors la cuisinière fit un geste minuscule, si minuscule et pourtant terrifiant. Elle pencha très doucement la tête, comme pour mieux l'observer, pas avec colère, pas avec violence, juste en l'évaluant, comme si elle n'avait rien à faire là. Les genoux de Dorca flageolèrent. Derrière elle, les pas se rapprochaient, plus nombreux. Elle était encerclée, dépassée en ombre, indésirable. Ses lèvres tremblèrent. Cette nourriture ne vaut pas ça, vraiment pas ça du tout. Sa voix se brisa. Mais quelque chose se passa. Dorca ne sut pas d'où lui vint le courage, la peur, l'instinct de survie, ou la soudaine certitude que si elle restait une seconde de plus, elle ne ressortirait jamais vivante. Elle inspira brusquement, pivota et courut. Ses chaussons claquaient sur le sol alors qu'elle sprintait entre les glacières, les marmites, la première rangée de chaises. Elle ne regardait pas derrière elle. Elle ne pouvait pas. Son sac rebondissait violemment contre sa hanche, manquant de tomber. Puis elle entendit des pas. Beaucoup. Rapides. Trop rapides. Les invités, qui étaient silencieux et raides, couraient maintenant, la poursuivaient avec une intensité effrayante, comme des gens désespérés de rattraper quelque chose avant qu'il ne s'échappe. « Jésus! Jésus! Jésus !» hurla Dorca en forçant ses jambes plus qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle slaloma entre les canopies, le souffle court. Des chaises s'écrasèrent derrière elle. Quelque chose, quelqu'un attrapa son pagne, mais elle tira d'un coup sec, le tissu se déchira, elle continua. Ses poumons brûlaient, sa gorge se serrait, mais les pas se rapprochaient. Ils étaient tout près. Elle déboucha enfin dans l'espace ouvert, le soleil lui frappa le visage, et soudain son pied glissa. Elle trébucha, tomba lourdement. Alors qu'elle essayait de se relever, elle sentit des mains, plein de mains, se refermer sur elle de tous les côtés. C'est là que Dorca hurla de toute son âme, à l'aide. Quelqu'un m'aide. Sa voix déchira l'air. Dorca heurta le sol violemment, ou du moins elle crut. Avant que les mains ne l'attrapent, avant qu'un autre cri ne sorte, tout autour d'elle s'effondra dans une obscurité épaisse, aveuglante. Puis elle se redressa d'un coup avec un grand halètement. Son cœur semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle respirait par saccades paniquées. Tout son corps tremblait comme si elle avait vraiment couru pour sa vie. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre où elle était. Sa chambre, son lit,
la petite fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin. Sa chemise de nuit était enroulée autour de ses jambes comme si elle s'était battue pendant son sommeil. Dorcas attrapa sa poitrine à 2 mains, essayant de calmer sa respiration. « Dieu! Dieu m'en garde, chuchota-t-elle tremblante. Puis elle s'assit lentement, une main sur le cœur, l'autre essuyant la sueur de son front comme quelqu'un qui vient de survivre à un accident de bus. « Jésus! Ah, donc on peut mourir pour de la nourriture ?» murmura-t-elle. Son cœur battait encore la chamade, ses jambes vibraient toujours. Elle regarda autour d'elle pour être sûre que personne ne l'avait suivie depuis le rêve. Tout était normal, ses chaussons, son seau, son sac marron posé là innocemment, comme s'il ne l'avait pas presque tué dans son sommeil. Dorcas le pointa du doigt avec colère. « Toi, c'est toi qui m'as poussé hier, je te retire à la retraite. » Elle se planta devant son miroir, le pagne pendant d'une épaule comme un soldat blessé. Elle posa les 2 mains sur les hanches et se regarda avec sérieux. « Dorcas Nwankwo, écoute-moi bien aujourd'hui. Même si on t'invite à une fête, tu iras en retard. Après que la nourriture est finie, après que les gens ont mangé et dansent, c'est là que tu montreras ton visage. » Elle se pencha plus près du miroir. « Et s'il reste encore à manger ?» Elle secoua la tête fermement. « Tu ne mangeras pas, tu prendras juste de l'eau pure, tu salueras tout le monde et tu rentreras chez toi. Point final. » Elle claqua les mains ensemble. « Parce que ce que j'ai vu dans ce rêve. » Elle frissonna théâtralement. « Si c'était la vraie vie, on aurait déjà écrit mon nom sur la liste des morts. » Elle renoua correctement son pagne, souffla encore et marmonna. « Imagine-moi, Dorcas, en train de courir dans un rêve à cause de Joloffe. » Son ventre gargouilla doucement, comme pour approuver. Morale de l'histoire. Parfois la vie nous avertit d'une manière qu'on n'attend pas. Dorcas n'est pas allée à une seule fête ce jour-là, mais son rêve lui a montré exactement où ses habitudes pouvaient la mener. Il lui a rappelé, et nous rappelle à tous, que quand on entre sans cesse là où on n'est pas invité, un jour on risque de tomber sur un problème qui n'était pas pour nous. Toutes les assemblées ne sont pas pour nous. Toute la nourriture n'est pas pour notre bouche. Et tous les espaces ouverts ne sont pas vraiment accueillants. Dorcas s'est réveillée secouée mais reconnaissante, parce que son rêve l'a sauvée d'une erreur qu'elle aurait pu commettre dans la vraie vie. Si la vie vous envoie un tel avertissement, écoutez-le. Merci d'avoir écouté cette histoire.